Passons maintenant à la deuxième partie où nous allons parler du processus de la méditation. Dans l'exercice de la méditation, la concentration fixe le mental au sujet. La méditation laisse le mental sur le sujet pour le comprendre et la contemplation amène la conscience au-delà du mental. Wallace Slater. Numéro 1. Concentration, focus de l'attention. Numéro 2. Méditation, processus mental. Numéro 3. Contemplation, tentative de transcender le mental. C'est ainsi que le processus de méditation est généralement expliqué en théosophie, ce qui est assez similaire aux 3 étapes que l'on retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali. La première partie de la méditation est l'effort, et nous allons en parler un peu plus loin, mais pour l'instant, disons, l'effort de concentrer notre mental sur l'objet de méditation, quel que soit cet objet, et nous allons aussi en reparler aujourd'hui. Voilà donc la première étape, parce que la méditation doit être une activité dans laquelle le mental n'est pas distrait. Ainsi, dans notre pratique régulière de la méditation, pour de nombreuses années, tout ce que nous ferons peut-être est de travailler sur le développement de la capacité de concentration. Et de nombreuses techniques de méditation, comme observer la respiration ou prêter attention aux sensations, ou d'autres techniques similaires comme visualiser quelque chose. L'essentiel de ces techniques est de développer la capacité de concentrer notre attention. Donc, dans ce sens, ces techniques sont très bien. Si nous ne parvenons pas à atteindre un état de concentration réel, alors il est difficile d'aller au-delà du soi personnel. Car comme nous l'avons dit, pour percevoir la voix spirituelle, qui est comme cette voix du silence, cette petite voix presque inaudible, ici, par exemple, nous parlons tous ici, il se peut que quelqu'un parle ainsi et que nous ne puissions pas l'entendre. Alors, pour pouvoir écouter cela, il faut se taire. Lorsque notre mental est en état d'agitation, il est très difficile de percevoir la conscience spirituelle. Donc, avant de pouvoir faire cela, nous devons arriver à un état où nous sommes capables de concentrer notre mental. Et ce n'est pas une tâche facile. Cela peut prendre des années de pratique et cela en vaut vraiment la peine. Parfois, parce que nous parlons de ces 3 étapes de méditation, nous voulons faire la dernière, celle de la contemplation, pensant que les 2 autres ne sont que des préliminaires, mais en réalité, la plus grande partie de notre travail consiste à se concentrer, à apprendre à concentrer notre mental. Ainsi, une fois que le mental est concentré, une fois qu'il n'y a aucun effort pour combattre les distractions ou pour garder le mental concentré, nous arrivons à la 2e étape qui est la méditation. Et elle vient naturellement une fois que le mental est stable. En méditation, il y a des techniques particulières que nous utilisons. Nous en parlerons brièvement. Dans la littérature théosophique, plusieurs techniques sont recommandées, mais parler de cela est toute une classe en soi. Je donne un cours de méditation théosophique en Espagne pour leur école d'été en août, et ce sera 7 jours pour aborder les différentes techniques. Il existe environ 7 ou 8 techniques différentes recommandées dans la littérature théosophique. J'en parlerai brièvement. Ainsi, la méditation est la partie dans laquelle, avec un mental concentré, vous appliquez une technique particulière. Or, cet état de méditation, ce que nous appelons méditation, est aussi une étape préliminaire d'un certain point de vue, dans le sens où nous sommes encore au niveau du mental et le but de la méditation est d'essayer d'aller au-delà du niveau du mental. Et c'est la prochaine étape, l'étape de la contemplation. Nous allons donc voir un peu chacune de ces étapes. Dans les 3 étapes, on peut faire l'analogie avec l'ascension de la montagne. La phase de concentration peut être le rassemblement,
le rassemblement de nos connaissances, où nous travaillons pour nous mettre en forme, où nous faisons nos provisions pour gravir la montagne. Puis notre phase de méditation est la véritable ascension de la montagne. Et puis quand nous arrivons au sommet, en contemplation, nous y sommes, et tout notre travail est en quelque sorte derrière nous, et nous sommes simplement dans le moment présent, au sommet. Oui, c'est un bon exemple, dans le sens où la plupart des gens disent « je veux juste atteindre le sommet » et ils ne sont peut-être pas préparés. Ils ne vont pas chercher les choses dont ils ont besoin, alors ils commencent à grimper et ils échouent, parce qu'ils ne sont pas préparés. C'est la même chose avec la méditation. Si nous voulons aller au-delà du mental sans poser les bases, ce n'est tout simplement pas possible. C'est pareil avec la contemplation. Vous voulez peut-être regarder, avoir cette vision au sommet de la montagne, mais si vous ne voulez pas faire l'effort de gravir la montagne, ce n'est pas possible. La pratique de la méditation. Chaque fois que nous nous asseyons calmement pour une sorte de méditation, l'une des premières choses qui se produit est que les élémentaux commencent à présenter à nos yeux intérieurs des images de toutes sortes. Et le type d'image présentée sera le résultat des pensées antérieures et aussi de l'état dans lequel nous nous trouvons, à la fois mentalement et physiquement, ou si nous sommes perturbés ou harcelés d'une manière ou d'une autre dans nos pensées. En fait, les images seront de plus en plus confuses, même s'il n'y a parfois aucune apparence de confusion. Du point de vue théosophique, chaque énergie est consciente et chaque élément de matière est conscient d'une manière ou d'une autre. Quand nous disons conscient, nous ne disons pas qu'ils ont une conscience mentale comme nous, les êtres humains, en avons une. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des énergies. Mais du point de vue théosophique, ces énergies sont des forces semi-intelligentes de la nature. Ce ne sont pas seulement des énergies au sens scientifique qui, selon certains, sont seulement des choses mécaniques. Et ceux-ci sont appelés élémentaux parce qu'ils ont une sorte de conscience très élémentaire. Ils commencent le processus d'évolution. C'est donc quelque chose que nous vivons tous d'une manière ou d'une autre. Nous nous assoyons pour méditer et notre mental a tendance à devenir agité et parfois, pas seulement notre mental, mais notre corps aussi. Cela arrive souvent. Cela vous est peut-être arrivé. Nous essayons de méditer et tout à coup, nous avons envie de tousser ou tout commence à démanger ou toute autre chose du genre. Et selon Blavatsky, ce sont des forces actives qui réagissent à notre tentative de méditer. Et la raison, nous allons voir cela dans un autre cours, dans d'autres séances, mais la raison est que ces énergies élémentaires peuvent survivre aussi longtemps que nous nous identifions à elles. Et l'intention de la méditation de ne plus y mettre notre attention, notre conscience. Ils ressentent donc instinctivement la menace et essaient de vous maintenir en contact avec votre corps, vos émotions, votre mental. C'est donc un processus naturel. Tout comme s'il y a un chien qui n'est pas dressé et que vous essayez de l'amener dans une direction, il aura tendance à aller dans l'autre direction. C'est juste une réaction. Peut-être que d'aller dans votre direction est mieux pour lui, mais si vous essayez de l'amener dans cette direction, il essaiera d'aller dans l'autre sens. Même chose pour un animal sauvage. C'est une réaction instinctive de la conscience élémentale et ça prend un certain temps pour entraîner les élémentaux à être d'accord avec le processus de méditation. Avant que le contact avec le monde ne perturbe les émotions, c'est là que l'on devrait pratiquer la méditation. En revenant d'un monde plus subtil dans le corps, après la période de sommeil physique, l'ego retrouvera son véhicule tranquille et pourra prendre possession sereinement du cerveau et des nerfs reposés. La méditation, plus tard dans la journée, lorsque les émotions ont été perturbées et lorsqu'elles sont en pleine activité, n'est pas aussi efficace. De cette heure paisible du matin,
jaillira l'influence qui veillera pendant la journée et les émotions apaisées seront plus faciles à contrôler. Annie Besant. Ainsi, dans la citation précédente, Blavatsky disait que plus nos pensées et nos émotions sont perturbées pendant la journée, par exemple, plus notre mental sera chaotique en méditation. Auparavant, nous en avons parlé que la méditation et la vie quotidienne sont une continuité. Et pour cette raison, Annie Besant dit qu'il vaut mieux essayer de méditer tôt le matin avant que toutes ces forces élémentales que l'on appelle pensées, émotions et même les sensations du corps ne soient agitées. La méditation du matin est normalement plus recommandée, même si nous avons là aussi besoin d'un peu d'entraînement. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à essayer de méditer, je m'endormais et il m'a fallu un certain temps avant que mon corps et mon mental s'habituent à rester éveillés tôt le matin. Normalement, ce qui est recommandé en théosophie, c'est de se lever, de prendre une douche, ce qui aide à purifier votre corps et vos émotions, puis de prendre le temps de méditer. Et bien sûr, vous pouvez méditer à d'autres moments. Par exemple, au milieu de la journée. Dans certaines traditions, il est recommandé de faire une méditation en milieu de journée. Mais nous sommes tellement occupés. Nous avons tous des modes de vie différents. Peut-être que si vous êtes à la retraite, c'est mieux, mais si vous êtes très occupé et que vous essayez de méditer au milieu de la journée, vous verrez que votre mental est trop occupé par ces choses que vous avez faites et ce que vous avez à faire. Cela ne conviendra donc peut-être pas. À l'aube et au coucher du soleil, quand il y a une certaine paix dans la nature, cela peut aussi être un autre bon moment, lorsque vous avez déjà terminé vos activités de la journée. Il n'est normalement pas recommandé de méditer la nuit. La nuit, nous avons moins d'énergie, et nous pouvons alors être influencés davantage par les énergies extérieures, les énergies négatives. Donc la nuit n'est pas recommandée. Mais vous pouvez quand même essayer, à condition de faire une méditation simple qui n'attirera pas trop d'énergie. Je suppose que vous pouvez le faire, mais nous en reparlerons plus tard. Nous ne devons pas penser qu'il y a une quelconque vertu à nous mettre dans une position inconfortable. Au contraire, lorsque le corps physique est confortable, nous sommes bien plus capables de penser à des choses plus élevées. La directive de Patanjali est d'adopter une posture facile et agréable. Il y a 2 recommandations concernant la position du corps pendant la méditation. Il faut d'abord qu'il soit confortable afin qu'on puisse facilement l'oublier, car c'est ce qu'on veut. Deuxièmement, cela devrait être tel que si pendant la méditation nous quittons le corps, ce qui peut arriver à tout moment, on ne se blessera pas. Dans un tel cas, l'effet sur le corps sera comme si nous nous étions évanouis. C.W. Leadbeater. Certaines traditions recommandent des postures très difficiles à maintenir. Certaines écoles de zen, par exemple. Et je pense que la raison en est que votre mental, dans ses efforts pour maintenir la position parfaite, ne soit pas distrait. C'est une aide à la concentration. Mais encore une fois, dans la méditation théosophique, nous essayons d'aller au-delà du corps, au-delà des émotions et au-delà du mental. Donc, si le corps, les émotions ou vos pensées attirent constamment votre attention, alors vous ne pouvez pas aller au-delà. Au fin de la méditation théosophique, nous devons trouver une posture pour le corps qui soit confortable et stable afin de pouvoir oublier le corps, comme le dit Leadbeater. Cela peut être assis par terre. Cela fonctionne pour beaucoup d'Indiens, puisque depuis qu'ils sont enfants, ils sont souvent assis comme ça. Mais beaucoup d'Occidentaux ont du mal à le faire. Et si vous avez du mal avec le corps, alors cela n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Vous pouvez le faire assis sur une chaise. Taimni, le docteur Taimni,
avait l'habitude de s'allonger et de méditer, surtout à la fin de sa vie, car il était très malade, son corps physique était très malade, et il disait « Je peux méditer comme ça ». Le problème est qu'il est facile de s'endormir si on le fait de cette façon. Mais trouvez ce qui vous convient en gardant ces règles à l'esprit. Il est toujours recommandé de garder le dos droit, car non seulement le sang, mais aussi le prana peuvent mieux circuler. Tant que vous gardez le dos droit et que vous trouvez une position confortable, cela fonctionnera. Et aussi, éventuellement, à des stades plus avancés, si votre conscience sort du corps, vous pouvez tomber. Mais c'est un stade assez avancé, à moins que vous ayez tendance à tomber en transe. À ce moment-là, par exemple, il ne serait pas recommandé de méditer à côté d'une falaise. J'ai un ami qui méditait et son pied s'est endormi, engourdi. Il était assis sur son lit et son pied s'est engourdi et il est descendu du lit et il s'est cassé la jambe. Alors... Concentration. La concentration produit une conscience élargie et très éveillée, la conscience à son meilleur. Et dans la méditation, ce grand éveil est préservé et appliqué à une réflexion complète sur un sujet choisi. Ernest Wood. Ici, la concentration ne veut pas dire un mental qui n'a pas de pensée. Si vous tombez dans une sorte d'état de sommeil, peut-être que votre mental est calme, mais en réalité, votre mental est endormi. Dans notre approche théosophique, demeurer avec la conscience bien éveillée est très important. Quelle que soit l'étape de la méditation où vous vous trouvez, vous êtes toujours présent. Votre présence, le sentiment de présence est très important et nous allons voir quelque chose à ce sujet dans la dernière citation. Ainsi, l'idée de la concentration est d'abord de concentrer votre attention tout en conservant la clarté de votre mental, la clarté de votre présence mentale. Cet état ne peut pas être provoqué par le simple exercice de la volonté, comme certains le supposent, car l'exercice de la volonté sur un mental agité par des désirs, même subconscients, est tenu de produire une tension mentale, et un mental sous tension, qui peut même être indétectable, est tout à fait impropre à la pratique du samadhi. La tranquillité, qui est une condition préalable au samadhi, est une condition de stabilité extraordinaire et constante, et une véritable stabilité ne peut exister là où il y a des tensions. Ike Taimni. Le samadhi est donc lié à la contemplation. Ce n'est pas exactement la même chose et nous en reparlerons. C'est une idée importante, disait Krishnamurti. Un mental apaisé n'est pas un mental calme. Vous pouvez supprimer l'activité du mental, le maintenir dans le calme, mais cela n'est pas un état de concentration réel. Ce n'est pas la concentration dont nous avons besoin pour ce processus. La concentration dont nous avons besoin est un mental tranquille, détendu et naturellement concentré. Notre mental a déjà cette capacité. Lorsque vous regardez un film que vous aimez vraiment, vous êtes absorbé par le film. Votre mental est très concentré. Quelqu'un peut vous parler et vous ne l'entendez pas. Vous avez peut-être faim et vous ne vous en rendez pas compte. Ainsi, le mental a dès maintenant la capacité d'entrer dans cet état profond d'absorption. Le problème est que le mental fait cela lorsqu'il est attiré de l'extérieur par les désirs ou l'attraction. Ce que nous essayons de faire dans le yoga, ce n'est pas tant de générer une nouvelle compétence dans le mental, mais plutôt apprendre à faire agir le mental de cette manière par une incitation intérieure et non par une attraction externe, et c'est là toute la difficulté. Ainsi, l'entraînement du mental ne consiste pas à forcer le mental à se concentrer, mais plutôt d'apprendre à abandonner les distractions, les désirs et les souvenirs. La concentration, plus qu'un effort pour pousser, c'est un apprentissage du lâcher-prise. Le mental peut être vraiment concentré lorsque nous pouvons nous détendre mentalement
Encore une fois, lâcher prise de toutes ces choses. C'est pourquoi la façon dont nous vivons notre vie quotidienne est si importante. Si, dans notre vie quotidienne, le désir est un aspect important, il en sera de même lorsque nous allons méditer. Alors notre mental s'agite, le mental dira « Je ne veux pas rester à l'intérieur », il se précipite vers les objets du désir ou les causes de détresse. Vous savez, toutes ces choses que nous vivons dans notre vie quotidienne. Lorsque nous traversons une période difficile, il est souvent difficile de méditer car le mental est plus agité. Et vous pouvez apprendre à essayer de supprimer les émotions du mental, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons ici. Ainsi, comme vous le voyez, l'art de la concentration du point de vue théosophique n'est pas seulement la suppression du mental, c'est quelque chose qui prend des années et qui implique non seulement de s'asseoir dans un coin, mais implique toute la vie spirituelle que nous commençons à explorer cette semaine. La vraie concentration est une concentration sans effort. Et au début, il y aura un certain effort. Et on peut faire l'analogie avec tout ce qui concerne l'athlétisme, la musique ou l'art. Il y a une certaine technique que nous devons apprendre. Il existe un moyen de concentrer notre attention sur la façon de tenir le pinceau, sur la peinture à utiliser, mais notre objectif est d'arriver à un point où nous pouvons simplement travailler spontanément à partir de cette joie intérieure ou de cet amour intérieur. Et tous ceux qui jouent de la musique ou font de l'art ou même de l'athlétisme savent que c'est là que vous voulez arriver, à ce travail que vous faites avec un amour intérieur et que vous ne faites pas parce qu'un entraîneur vous crie dessus ou juste en appliquant une technique que vous avez apprise. D'ailleurs, même quand on apprend à conduire au début, on réfléchit à chaque mouvement et donc la conduite est maladroite et puis ça devient spontané parce qu'il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a deux aspects, le déploiement de la conscience et l'entraînement des véhicules de conscience. Il y a donc un aspect de l'entraînement du corps mental qui n'est pas la conscience mentale. La conscience mentale, n'importe quelle sorte de conscience, a besoin d'un véhicule particulier pour s'exprimer. Ainsi, le corps mental a des tendances que nous avons stimulées par notre façon de vivre et le corps mental peut avoir tendance à être agité, triste ou anxieux ou être ceci ou cela. Il y a donc un aspect d'effort dans le remodelage du corps mental et l'aspect relaxation a à voir avec l'aspect conscience. C'est pourquoi dans les approches non dualistes Advaita Védantin et Krishnamurti, l'accent est mis sur ne pas faire d'efforts, car ces approches se concentrent normalement davantage sur la conscience et non sur les véhicules de la conscience. Mais la vérité est que nous avons les deux aspects, nous devons donc prêter attention aux deux, et l'entraînement du corps peut demander un certain effort, mais un type d'effort particulier que le Bouddha appellerait l'effort juste, et nous verrons cela. La concentration, c'est l'attention. Être constamment dans l'attention, c'est là la concentration. Si vous faites attention à ce que vous faites, votre mental sera concentré. Beaucoup s'assoient pour méditer et se demandent pourquoi ils n'y parviennent pas. Comment pouvez-vous supposer qu'une demi-heure de méditation et 23h30 de pensée dispersée tout au long de la journée et de la nuit vous permettront de vous concentrer pendant la demi-heure? Vous avez défait pendant le jour et la nuit ce que vous aviez fait le matin, comme Pénélope dénouait la toile qu'elle tissait. Pour devenir yogi, vous devez être attentif en permanence. Annie Besant. C'est pour cela que la vie quotidienne est notre champ de pratique. Aujourd'hui, nous sommes plus familiers avec cette idée d'être conscient des choses, d'essayer de développer notre conscience dans la vie quotidienne. C'est ce que disait Annie Besant il y a plus ou moins 100 ans. L'idée est donc qu'au cours de notre journée, nous devrions essayer de développer cette pleine conscience, cet état d'attention, et plus nous le faisons, plus il est facile pour notre mental de s'asseoir et d'être calme, en focus et concentré. Encore une fois, vous pouvez voir comment la méditation, considérée comme une technique isolée,
ne fonctionnera pas. Cela peut donner des résultats superficiels, comme on dit, des résultats qui, pendant que vous êtes assis et que vous imaginez quelque chose que vous désirez, qui vous attire, vous vous sentez bien, et dès que vous terminez la méditation, tout cela disparaît et vous êtes plus ou moins aussi stressé qu'avant. Il existe donc des techniques qui peuvent vous donner un résultat temporaire, mais pour quelque chose de plus profond, il nous faut l'intégrer petit à petit à l'ensemble de notre vie. Arrêtez-vous soudainement et observez ce à quoi vous pensez. Essayez de suivre la pensée jusqu'à sa source et vous serez probablement surpris de constater combien de pensées décousues ont erré dans votre tête au cours des 5 minutes précédentes, entrant et sortant à nouveau, et ne laissant presque aucune impression. Vous commencerez progressivement à réaliser qu'en vérité, ce ne sont pas du tout vos pensées, mais simplement des fragments de pensées des autres. C.W. Leadbeater. Nous reparlerons de ce sujet dans une autre séance, mais c'est une bonne technique à pratiquer. Lorsque vous vous asseyez pour méditer et que vous réalisez soudain que vous vous êtes éloigné de l'objet de méditation, essayez de revenir sur les étapes, car les pensées fonctionnent par association. Alors, si vous pensez aux courses que vous devez faire, il y a une chaîne de pensées qui vous y a amené, et c'est un bon entraînement d'essayer de retracer les étapes. C'est en fait une très bonne formation. Au début, vous verrez que vous essayez de savoir à quoi vous pensiez avant et il n'y a aucun moyen de vous souvenir. Mais avec la pratique, vous commencez à être capable de retracer la chaîne des pensées et cela développe une sorte de conscience. C'est une façon de développer cette conscience périphérique qui, même si vous êtes distrait, demeure jusqu'à un certain degré. C'est là, et vous pouvez vous rappeler, lorsque vous y prêtez attention, cette chaîne de pensée. Et c'est aussi un moyen de voir combien de temps il vous a fallu pour réaliser que vous n'étiez plus concentré chaque fois que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, avec la pratique, vous verrez que l'intervalle diminue. Bien sûr, certains jours, nous sommes plus concentrés et d'autres plus dispersés. Nous sommes des êtres humains et les choses ne sont pas homogènes à tous les niveaux. Mais d'une manière générale, il faut de moins en moins de temps pour se rendre compte que l'on était distrait. Pendant longtemps, vous constaterez, lorsque vous essayez de méditer, que vos pensées s'égarent continuellement et vous ne vous en rendez pas compte jusqu'au moment où vous commencez soudainement à découvrir jusqu'à quel point vous vous êtes éloigné. Vous ne devez pas vous laisser décourager par ça, car c'est une expérience commune. Il faut simplement ramener le mental égaré à son devoir, 100 ou 1000 fois s'il le faut. C.W. Leadbeater. Voilà ce qu'est l'exercice de concentration. Si vous commencez à essayer de méditer, ne supposez pas que vous devriez avoir un mental calme. Assoyez-vous en prenant pour acquis qu'il sera distrait. Le but n'est pas de ne pas être distrait, le but est de ramener le mental à l'objet de méditation. C'est comme la flexion d'un muscle. Vous savez que vous développez le muscle par le mouvement répété de lâcher prise, puis de faire l'effort. Ainsi, lorsque le mental se disperse, l'effort pour le ramener commence à développer votre capacité de concentration. Ensuite, le mental s'en va et vous le ramenez encore, et ce mouvement est celui qui vous développe, qui entraîne le corps mental à rester concentré. Ainsi, au lieu d'être frustré par le fait que votre mental s'éloigne constamment du sujet, réalisez que c'est exactement ce que vous devez faire. Ainsi, comme le dit Leadbeater, sans être découragé ou frustré, quand vous réalisez que vous êtes hors du sujet de la méditation, doucement, ramenez le mental. Et puis, essayez de rester là jusqu'à ce que vous soyez à nouveau distrait et ramenez encore le mental. Si vous ne laissez pas l'ambition
entrer en jeu, l'expérience est une expérience agréable. Vous savez, c'est l'expérience de ramener le mental sur le sujet. Mais si vous restez assis en pensant que vous devez atteindre un but ou en pensant que cela vous dira à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes spirituel, toutes ces choses sont les pièges du soi qui essaie constamment de se maintenir comme centre de conscience. Et je pense aussi que cela fait naturellement partie de notre culture d'être axé sur les objectifs. Nous voulons voir où nous allons arriver, puis nous nous dépêchons pour y arriver. L'une des choses dans le fait de s'asseoir et d'observer nos pensées, et de les observer à nouveau, comme Pablo l'a dit, est l'activité naturelle et la manière pour que le mental se renforce. Nous sommes toujours orientés vers un but. Si nous réalisons que plus que le but ou plus que l'accomplissement, à la fin ce qui est important, c'est le processus, alors nous pouvons nous harmoniser avec ce processus naturel. C'est un processus naturel du mental de se concentrer sur un objectif et travailler pour arriver à quelque chose et être meilleur. Une citation que nous n'avons pas encore vue, et je pensais qu'elle arriverait donc dans cette citation, et je suis sûre que nous y reviendrons plus tard. Nous écoutons les gens qui méditent et disent « Oh, j'ai vu ces couleurs » ou « Oh, j'ai vu des éclairs » ou « Oh, j'ai entendu ces signes ». Et je sais que pour moi, à chaque fois que quelqu'un dit ça, je pense « Incroyable, je ne sais pas faire rien de tout ça ». Et je suis assis à méditer depuis longtemps et tout ce que j'ai eu, ce sont des pensées folles qui vont et viennent. Alors je me juge et je juge les autres et c'est naturel. C'est là une pratique en soi de ne pas porter de jugement et d'écouter ce qui se passe, ce que d'autres disent et d'accepter cela. Je ne suis pas là, ou ce n'est pas ce que je fais, ou ce n'est pas par cette méthode que je procède. C'est l'un des problèmes de notre culture tellement axée sur l'expérience. Toute expérience est superficielle. L'expérience de l'unité est une expérience passagère. Vous pouvez ressentir l'unité parce que vous manquez d'oxygène au cerveau. Il y a ce médecin qui a eu un accident cardiovasculaire et, tout à coup, elle fit l'expérience de l'unité. Nous sommes axés et donnons trop de valeur à ces expériences quand, en fait, ce qui est important, c'est ce qui grandit lentement et progressivement en nous, car cela restera toujours avec nous. Les expériences peuvent être produites par de nombreux facteurs. Elles sont souvent créées par le mental. Si nous vivons une expérience, nous n'avons pas besoin de la juger ou de la rejeter. Nous la regardons simplement et disons « Oh, c'est intéressant » et nous devrions l'oublier. J'ai vu cela plusieurs fois. Les gens ont une expérience qu'ils pensaient spirituelle et cela marque la fin de leur pratique. Ils restent toute leur vie à courir après une expérience similaire, frustrés en se concentrant sur quelque chose sur lequel nous ne devrions jamais nous concentrer. En fait, nous devons essayer d'aller sur le plan de la non-expérience, dans un endroit où il n'y a que l'être et non l'expérience de devenir. Toute expérience implique une dualité entre vous et cette chose que vous expérimentez. Ainsi, les expériences peuvent ou non survenir lors de la méditation. Ce n'est pas le but de la méditation. S'ils viennent, vous les voyez et c'est bien. S'ils ne viennent pas, c'est très bien aussi. En fait, vous savez, nous nous asseyons pour méditer et nous entendons le tic-tac de l'horloge et nous considérons cela comme une distraction. Et ensuite, nous allons briser l'horloge ou en acheter une qui ne fait pas de bruit. Maintenant, nous nous assoyons pour méditer et tout à coup, nous commençons à entendre des cloches astrales. Et ce n'est pas une distraction. Cela est merveilleux. Wow! Nous entendons ces cloches astrales. Il n'y a aucune différence. Votre conscience s'éloigne du centre. Que le tic-tac soit physique ou astral, donc, ce que nous voulons, c'est aller au cœur de notre être et prendre conscience de notre vraie nature qui n'a rien à voir avec des visions. Vous savez, vous êtes assis et votre chien se promène et nous disons c'est une distraction. Et si un déva se promène, alors nous disons c'est une expérience spirituelle. Mais c'est la même chose. Nous sommes toujours dans les sphères du mental inférieur, les images, les sons.
Nous sommes toujours là. C'est dans les plans supérieurs que l'on retrouve le silence. Il existe certaines techniques d'entraînement qui tentent à développer les sens subtils. Alors ces choses sont importantes car elles visent à développer la capacité de voir sur le plan astral. Mais la personne peut voir sur le plan astral et être tout aussi misérable ou égoïste qu'une personne qui ne voit pas sur ces plans. C'est comme penser que parce que vous êtes intelligent, vous êtes spirituel. Nous avons des scientifiques, des politiciens qui sont très intelligents et qui ne sont pas spirituels. Et nous avons des gens analphabets qui n'ont pas ce type d'intelligence, mais qui sont très spirituels. Nous comprenons que ces choses ne sont pas nécessairement liées. De même avec les pouvoirs psychiques. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs psychiques que vous souhaitez, tout en étant très matérialiste ou n'avoir aucun pouvoir psychique et être très spirituel. Ce sont donc des choses complètement indépendantes. Parfois elles vont de pair et parfois pas. Ce que nous recherchons dans ce type de méditation, c'est d'aller au cœur de notre être, non vers un phénomène physique ou psychique. Ne vous concentrez jamais au point de provoquer une sensation d'ennui et de lourdeur cérébrale. Ne vous concentrez jamais au point de souffrir. L'ennui et la douleur sont des signaux de danger de la nature. Cela se produit parce que vous essayez de changer les arrangements de la matière plus rapidement que ce qui est possible, et cela peut nuire à la santé. Il faut un équilibre parfait, ni résistance, ni non-résistance aux distractions, mais une quiétude constante si forte que les vagues de pensées venant de l'extérieur ne produiront aucun résultat, pas même le résultat secondaire de la conscience de quelque chose auquel il faut résister. Annie Besant. Donc, dans la première citation, c'est très important, surtout si vous faites vraiment un effort de concentration. Vous verrez qu'il peut y avoir tendance à ce que le corps soit tendu. Et, si c'est le cas, demeurez toujours conscient. Vous savez, quand un enfant commence à apprendre à écrire, il fait des grimaces, tire la langue et essaie d'écrire avec tout son corps. Lorsque nous essayons de nous concentrer, nous faisons souvent la même chose. En fait, Annie Besant disait « Lorsque Blavatsky essayait de m'entraîner à élever ma conscience au-delà du plan physique, j'étais là, en train d'essayer d'utiliser toute ma volonté. Puis Blavatsky disait « Ma chère, tu dois méditer avec ta volonté et non avec tes vaisseaux sanguins. » Parce qu'elle voyait que j'étais tendu, et c'est une tendance normale. Il faut donc observer le corps et s'assurer que l'effort intérieur ne se traduise pas aussi par un effort physique. Et il y a toujours une limite à ce que vous pouvez forcer la matière. La conscience peut être capable de pousser plus loin que la matière ne peut résister. Alors vous vous trouvez dans cette situation. Par exemple, c'est comme une branche d'arbre. Si elle est tordue et que vous voulez la redresser, si vous mettez trop de force, vous allez la casser. La propriété du bois nécessite une pression lente pour qu'il se redresse petit à petit. Et notre matière est ainsi, que ce soit la matière physique, émotionnelle ou mentale. La matière physique plus encore que l'émotionnel ou mental. Il faut donc un certain temps à notre corps pour s'adapter aux nouvelles idées et aux nouveaux objectifs de la conscience. Il faut donc être prudent et ne pas trop forcer. Généralement, si on a mal à la tête, et en fait il y a différentes étapes, si on commence à ressentir comme une pression dans la tête, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire que nous faisons trop d'efforts. Alors, lorsque vous ressentez cette pression, détendez-vous et reprenez la méditation plus tard ou le lendemain. Si vous ressentez de la douleur, c'est que vous avez dépassé vos limites. Méditation. Lorsqu'il réussit à éliminer complètement les distractions et peut continuer la concentration sur l'objet sans aucune interruption, aussi longtemps qu'il décide de le faire, il atteint le stade de dhyana, la méditation.
On verra donc que c'est l'apparition occasionnelle de distractions dans le mental qui constitue la différence essentielle entre dharana, la concentration, et dhyana, la méditation. Ike Taimni. Donc, la différence entre la concentration et la méditation, c'est que pendant la concentration, vous essayez toujours de focusser votre mental. Il y a une sorte d'effort. Lorsque la concentration devient parfaite et sans effort, vous entrez alors dans un état de méditation et Taimni utilise pour cela les mots sanscrits. C'est donc une évolution naturelle. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, suis-je concentré, suis-je en méditation? L'idée est qu'une fois que vous vous sentez concentré, vous pouvez alors commencer à essayer une technique de méditation particulière. Type de méditation théosophique. C'est ainsi que je classe ces techniques, mais elles peuvent l'être différemment. Méditation d'absorption, pouvoir de concentration. Méditation d'enquête, pouvoir de raisonner. Méditation de conscience, pouvoir de l'attention. Dans les techniques que j'ai trouvées dans la littérature théosophique, elles semblent entrer dans certaines de ces catégories. Il existe certaines méditations basées sur le pouvoir de concentration. Par exemple, une technique dans laquelle vous visualisez quelque chose qui représente le sacré pour vous. Peut-être un être spirituel, pour un théosophe, peut-être un des maîtres de sagesse, peut-être quelque chose qui représente le soi supérieur. Et vous le visualisez. L'idée de cette technique est de faire un avec l'objet de méditation par une concentration profonde. Vous ne faites pas vraiment une réflexion. Tout ce que vous faites, c'est, par exemple, d'être absorbé par cette vision particulière. Il existe d'autres techniques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous concentrer sur des objets, ce qui n'est normalement pas recommandé, car cela peut affecter vos yeux. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur une flamme ou un point noir sur le mur, mais si vous gardez les yeux ouverts, sans cligner, avec le regard fixe, il y a deux problèmes avec cette technique. Premièrement, vous pouvez faire une sorte d'auto-hypnose parce que, tout comme lorsque vous laissez votre main sans bouger pendant un moment, vous cessez de sentir la main ou toute autre partie de votre corps. Lorsque vous fixez votre regard sur quelque chose, il y a une sorte de paralysie qui atteint les nerfs, qui vont jusqu'au cerveau, et le cerveau tombe dans ce genre d'état d'insensibilité qui est un état d'hypnose. Cela peut ressembler à une transe et certaines personnes pensent qu'il s'agit du samadhi parce que l'état d'hypnose durera 2 minutes ou 2 heures, puis la personne reprend conscience et pense qu'elle était en samadhi parce que ces 2 heures ont passé et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé là-bas. Du point de vue théosophique, nous allons voir dans une citation de Leadbeater, cette méthode n'est pas vraiment utilisée, car ce n'est pas très différent de s'endormir. Un autre problème est que la fixation constante de votre regard commence à affecter la rétine, tout comme trop lire peut affecter vos yeux. Il en va de même pour la méditation. Annie Besant dit, en Inde, les yogis ne se soucient pas de devenir aveugles parce qu'ils ne se soucient pas vraiment du plan physique. Alors ils utilisent ces techniques, et pour eux, ce n'est pas un problème. Mais en Occident, personne ne veut payer ce prix, donc n'utilisez pas ces techniques. Il s'agit donc d'une sorte d'absorption dans laquelle votre concentration devient de plus en plus profonde jusqu'à ce que vous ne fassiez qu'un avec l'objet de méditation. Ensuite, il y a une sorte de méditation de recherche qui est celle que nous utilisons le plus fréquemment dans la société théosophique, dans laquelle vous prenez une vérité spirituelle avec un mental concentré et non avec un mental habituel, agité et à moitié attentif. Et avec ce mental, vous commencez à méditer sur différents sujets. Dans le bouddhisme, ils utilisent beaucoup cela.
Ils appellent cela la Insight Meditation. Il y a généralement 4 points sur lesquels ils méditent, comme la loi du karma, combien il est merveilleux d'avoir l'incarnation humaine, car c'est seulement là que la libération est possible, et d'autres points. Mais l'idée de ce type de méditation est que vous utilisez le pouvoir du raisonnement pour produire une certaine vision juste des vérités spirituelles, qui peut modifier votre attitude dans la vie quotidienne. Nous pouvons entendre parler du karma, mais dès qu'il arrive quelque chose que nous n'aimons pas, toute cette réflexion sur le karma est oubliée et nous résistons toujours à la situation parce que nous pensons que nous ne devrions pas souffrir. Si nous comprenons vraiment comment fonctionne le karma, nous savons que chaque circonstance est la bonne situation pour que nous puissions trouver une solution. Ainsi, méditer sur le karma changera votre attitude face à la vie quotidienne. Et puis, il y a un ensemble de techniques qui sont davantage liées à la méditation pleine conscience, où vous n'essayez pas de vous concentrer sur quelque chose de particulier, comme dans la première méditation, celle d'absorption. Vous n'essayez pas de penser ou de méditer sur quoi que ce soit, mais plutôt d'être conscient de tout ce qui entre dans votre champ de conscience. Qu'il s'agisse du tic-tac d'une horloge ou d'une pensée qui traverse votre mental ou d'une sensation ou que quelqu'un parle à l'extérieur, le but de ce type de méditation n'est pas basé sur l'objet de méditation, mais sur l'état de conscience. L'état de conscience est le même, que vous soyez attentif à votre pensée ou à un son extérieur. Vous en êtes conscient et c'est ce qui est important avec ces techniques. Ce type de technique est donc davantage basé sur le développement et sur la conscience de tout ce qui nous entoure. Passons donc maintenant à la contemplation. Je veux discuter de quelque chose à ce sujet car, quelle que soit la technique que nous utilisons, tant que nous utilisons notre mental, elle demeure toujours sur le plan mental. Et le but de la concentration et de la méditation est de nous amener au-delà. Je veux donc y consacrer un certain temps. Contemplation. Quand l'étape de la méditation est devenue chez vous une habitude établie, avec laquelle rien ne peut interférer, quand vous pouvez la gérer assez bien sans aucune sensation de tension ou de difficulté, et sans qu'une seule pensée errante ne s'aventure à s'immiscer par elle-même, alors vous pouvez vous tourner vers la 3e étape de notre travail, la contemplation. Mais rappelez-vous que vous n'y parviendrez pas tant que vous n'aurez pas entièrement vaincu l'errance du mental. C.W. Leadbeater. Donc, l'étape de contemplation. Nous pouvons l'essayer à la fin de notre méditation, pas nécessairement à la fin, mais par exemple, si vous faites cette méditation qui développe la perspicacité ou celle dans laquelle nous réfléchissons sur certaines vérités, lorsque vous réfléchissez vraiment à cela, vous arrivez à un point où vous parvenez à toute la compréhension qui est possible à ce moment. Alors l'idée est d'apaiser votre mental pour abandonner le processus de raisonnement ou la visualisation que vous faites ou d'abandonner l'effort d'être conscient à quelque chose en particulier pour en arriver à abandonner tout effort mental et rester dans le calme et le silence et seulement demeurer réceptif à quelque chose de plus élevé qui pourrait venir. Ce que le processus de méditation a fait, c'est d'amener le mental à l'état le plus élevé possible où le mental peut se trouver. Mais ensuite, vous abandonnez cet effort mental pour que le saut puisse se produire. Encore une fois, avec l'exemple du bateau que j'ai donné précédemment, traverser le ruisseau sur un bateau serait le processus de méditation dans lequel vous utilisez votre mental. Mais vous devez ensuite sauter du bateau. La contemplation est donc cette étape dans laquelle vous abandonnez tout effort et restez dans ce calme profond, tout comme dans l'attente. Et il y a 2 façons d'attendre ou de demeurer ainsi, et nous allons voir cela.
Contemplation réceptive. Vous avez progressivement stabilisé le mental vagabond par ce processus de limitation lente et graduelle et finalement vous êtes fixé sur la pensée centrale ou sur l'aspect central et vous voilà en équilibre. Maintenant, laissons même cela de côté. Laissez tomber la pensée centrale, l'idée, l'objet de la méditation. Lâchez tout, mais gardez le mental dans la position acquise au point le plus élevé atteint, dynamique et alerte. Vous voyez donc que l'objet de toute technique ou de toute méditation dans l'approche théosophique est toujours le silence. Nous faisons tout ce que nous faisons, quelle que soit la technique que nous appliquons, afin de parvenir à un point où nous pouvons rester dans ce silence profond tout en étant très alerte. Comme le dit Annie Besant, le mental est dynamique et alerte. Ce n'est pas un mental vide, ce n'est pas un mental qui est dans un genre de semi-conscience et peut-être dépourvu de pensée simplement parce qu'il dort. C'est un mental très alerte. Vous êtes là, vous êtes très conscient d'être là, mais vous êtes dans un silence complet. La première façon de pratiquer cela, c'est avec ce genre de contemplation réceptive dans laquelle vous êtes comme en attente. Comme si quelqu'un vous disait « Est-ce que vous entendez cet oiseau? C'est très doux, presque imperceptible. » Si vous remarquez l'attitude que vous adoptez, c'est une attitude de vous arrêter de penser pendant une seconde et vous prêtez une profonde attention. Vous essayez d'entendre ce son. Pour la contemplation, c'est une attitude similaire. Une fois arrivé à cet état le plus élevé possible en méditation, vous lâchez prise et vous essayez d'écouter la voix du silence. Au début, nous pouvons maintenir cet effort pendant 3 secondes et c'est très bien. Vous verrez qu'il est assez difficile de maintenir cette attitude longtemps et Annie Besant parle beaucoup de ne pas trop forcer pour essayer de maintenir cette attitude. Donc, vous maintenez pendant 3 secondes, 10, peu importe. Et ensuite, des pensées vous viendront à l'esprit et vous pourrez alors choisir, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez essayer de ramener votre mental à une position élevée, puis lâcher prise à nouveau et rester pendant quelques secondes en silence. Avec le temps, vous serez capable de maintenir cet état de plus en plus longtemps. Un effort positif est nécessaire au préalable et la condition sans effort suit plus tard. L'intensité positive de l'effort élève la conscience pour qu'elle puisse aller à travers les niveaux supérieurs de ces différents véhicules ou pour voir la matière d'une manière différente. Cela harmonise les véhicules, les mettant en relation synchrone les uns avec les autres, de sorte que l'influence supérieure puisse descendre. Et c'est seulement alors qu'il est possible de relâcher en toute sécurité cet effort positif dans la réalisation de la paix ainsi atteinte. Peut-être qu'après tout l'expression « s'ouvrir aux influences spirituelles » dans une telle condition ne signifie rien d'autre que maintenir une attitude de calme imperturbable à un niveau spirituel élevé. J.E. Wedgwood. Parfois, l'exemple est donné comme lorsqu'on tire une flèche. On fait d'abord un certain effort qui tend tout le système et puis, quand cette tension est là, on lâche prise. Si vous essayez de lâcher prise au tout début, rien ne se passera. Alors, si vous essayez d'entrer en contemplation sans passer par les étapes précédentes, rien ne se passera. Au contraire, Blavatsky était normalement tout à fait opposée à cette pratique. Elle disait que vous développerez une tendance à être un médium, ce qui est le contraire de ce que nous souhaitons. Vous connaissez l'idée d'un médium à l'époque et certaines personnes qui font du channeling ont la même attitude, bien que d'autres formes de canalisation ne soient pas si mauvaises que cela. Un médium typique de son époque serait une personne qui abandonne toute volonté, abandonne toute conscience et s'ouvre à toute influence existante afin qu'une certaine influence puisse venir utiliser ce corps en particulier. Blavatsky dirait que c'est le contraire de la voie spirituelle. Ce que nous voulons, c'est l'expansion de la conscience et non y renoncer. Ce que nous voulons, c'est générer cette volonté spirituelle qui est toujours présente.
et non y renoncer. Il n'est donc pas recommandé de faire le vide de votre mental sans la présence d'une conscience et d'une attention forte. Mais quand vous le faites de cette manière, après le processus de méditation, et que vous gardez la conscience, alors c'est une question complètement différente. Il n'y a aucune objection à ce que ceux d'entre vous qui sont habitués à la méditation essaient cela, à condition que vous puissiez vous rappeler d'arrêter dès que vous vous sentez un peu fatigué. Si vous le faites et vous vous sentez fatigué après un moment, alors il y a la tentation de continuer. N'essayez pas de le faire trop intense la première fois, car cela a tendance à provoquer des maux de tête. Il vaut mieux ne pas persister car un mal de tête signifie que vous forcez le mécanisme nerveux du cerveau, ce que vous ne devez pas faire. Annie Besant. À un moment donné, quand on acquiert une certaine habileté dans ce domaine, c'est un danger bien réel, parce que vous développez la capacité de rester dans le silence et même de pousser, comme nous allons le voir dans la prochaine diapositive, et vous êtes en fait capable de le faire plus que votre corps ne peut tolérer. Au début, le corps et la conscience ne sont pas vraiment habitués à cet effort, donc ils se fatiguent en même temps. Mais à mesure que vous devenez plus habile dans ce domaine, alors votre conscience peut vraiment pousser et il y a une tentation de continuer à pousser même lorsque le corps vous donne des signaux qu'il ne peut plus supporter cet effort. Il est donc important de garder cela à l'esprit, surtout une fois que vous développez la capacité. Contemplation active. On forme l'image du maître et après l'avoir formé, on met toutes ses forces dans un effort pour l'atteindre. Un effort que je peux mieux décrire en disant que nous nous tournons vers lui, en essayant d'unifier notre conscience avec la sienne. Leadbeater. Donc, il parle de cette technique de méditation où vous visualisez quelque chose qui représente pour vous l'idéal spirituel. Il parle de visualiser les maîtres de sagesse, mais si vous êtes un dévot de Jésus ou toute autre personne sainte, cela peut fonctionner aussi. Et cette contemplation active est la même. Après avoir atteint le meilleur état possible par votre méditation, alors vous abandonnez votre visualisation et vous faites un effort de volonté pour pousser, pour vous unir à votre objet de méditation. Leadbeater dit de pousser vers le haut, dans le sens où c'est un effort pour arriver à ce point de votre conscience où vous laissez derrière vous les pensées, les souvenirs ou toute autre activité psychologique. Et cela demande un effort. Vous découvrez qu'il existe un effort que vous pouvez déployer pour aller au-delà de tout cela. C'est une sorte de contemplation plus active. C'est ce que Besant faisait lorsque Blavatsky l'entraînait et que Blavatsky lui disait « Ne forcez pas votre corps ». Et cette méthode est un peu plus dangereuse que la précédente, dans le sens où on peut trop forcer. Par un effort puissant mais calme de la volonté, le mental peut se projeter au-delà de la pensée la plus élevée qu'il peut atteindre en travaillant dans le cerveau physique et dans cet effort il s'élèvera et s'unira à la conscience supérieure et se retrouvera libre du corps. Annie Besant. Je parle de toutes ces étapes qui, pour le moment, peuvent être au-delà des capacités de la plupart d'entre nous. Mais nous avons besoin de savoir, car le moment viendra peut-être où cela entrera dans le champ de nos efforts. Et il est important de savoir ce qui vient, pour que nous sachions toujours dans quelle direction aller. Certaines personnes commencent à tomber en transe parce qu'elles ne savent pas clairement ce qui devrait arriver et ce qui ne devrait pas arriver dans cet effort. Maintenant, Blavatsky, lorsqu'elle parlait au groupe de l'école intérieure, un groupe qu'elle avait créé avec les personnes les plus sérieuses, elle parlait de ces techniques et disait « Vous devez essayer de fixer votre conscience inférieure sur la conscience supérieure » et elle entend par là ce genre d'effort.
il y a un effort dans lequel vous pouvez porter votre attention au-delà des pensées, des émotions et des sensations. Mais avant de pouvoir faire cela, vous devez travailler progressivement en pratiquant la concentration et la méditation. En fait, le processus ne devient vraiment intelligible que lorsque vous le pratiquez. C'est très souvent le cas dans les instructions de méditation. Si vous essayez de comprendre ce qu'il signifie, vous n'allez jamais beaucoup plus loin, car vous restez dans le stade du questionnement sur ce que cela signifie, ce qui n'aide pas du tout. Essayez de commencer à le faire, et à mesure que vous le faites, cela s'éclaircit, parce que le pouvoir est en vous et vous l'appelez. Vous l'appelez en le faisant. Annie Besant. Donc, cela est aussi très important parce que tout ce que j'essaie d'expliquer est très difficile à expliquer et difficile à comprendre à moins d'avoir une réelle expérience. Mais il en est toujours ainsi. La façon de travailler avec ces instructions est d'essayer de comprendre autant que possible avec le mental, puis de commencer à essayer de le faire. En essayant de le faire, vous commencez à voir. Oh, c'est ce que cela signifie que de pousser vers le haut. Mais vous pouvez réaliser tout cela seulement en essayant de le faire. C'est comme si je vous disais comment faire du vélo et que je vous disais qu'il faut garder un équilibre stable, ne pas trop aller à gauche ou à droite. Vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que cela signifie jusqu'à ce que vous commenciez à le faire. Mais les instructions sont importantes. Lorsque vous essayez de le faire, ces instructions vous reviendront à l'esprit et vous aideront à trouver la bonne position. C'est la dernière diapositive concernant l'idée de ne pas tomber en transe. Notre idéal est une conscience parfaite au plus haut niveau que nous pouvons atteindre. Nous refusons d'abandonner notre conscience et d'entrer en transe, comme le font certaines personnes dans le but d'atteindre un niveau dépassant la portée de leur conscience éveillée. Ils dépassent le point où ils peuvent être conscients et entrent dans une sorte de transe, d'où ils émergent avec toutes sortes de sentiments de gloire et de grandeur, mais généralement pas avec une conscience claire. Les gens ne devraient pas entrer en transe lorsqu'ils méditent. Ils devraient garder leur conscience. La transe ne signifie pas le progrès car ils perdent le contrôle et ne savent pas clairement ce qu'ils ont fait. Notre méthode consiste à garder la pleine conscience sur n'importe quel plan que nous pouvons atteindre et à essayer d'être utiles sur ce plan. C.W. Leadbeater. Dans nos efforts pour élever notre conscience sur les autres plans, nous devons toujours demeurer conscients, garder l'attention sur ce plan-ci. Il y a des gens qui, soit parce qu'ils l'ont fait dans des vies antérieures, soit parce que leur corps a tendance à tomber en transe, il y a des gens qui peuvent aller à un plan supérieur, plus haut qu'ils peuvent aller en demeurant conscients ici. Ce n'est pas vraiment ce que nous essayons de faire, car ce que nous essayons de faire, c'est d'étendre notre conscience au plan le plus élevé possible. Si vous allez plus haut et que vous perdez la conscience de veille, alors à ce moment-là, cela cesse d'être utile. Vous savez, lorsque nous nous endormons, notre conscience se trouve à un niveau supérieur. Une personne clairvoyante qui voit sur le plan astral peut conserver sa conscience tout en percevant sur ce plan. La personne qui n'est pas clairvoyante, qui va vers le plan astral, s'endort car elle ne peut retenir la conscience de veille. Pendant la méditation, nous devons toujours garder la conscience de veille, l'attention. Dans le bouddhisme, on appelle cela la clarté du mental. C'est pourquoi dans le bouddhisme, on s'oppose traditionnellement au samadhi. Ils considèrent le samadhi comme une transe, car tant de gens entrent en transe et appellent cela samadhi. Et le Bouddha disait « Ne faites pas cela. Ce n'est pas ce que l'on doit faire. » Dans certaines écoles du bouddhisme, ils ont jhana, qui ressemble au vrai samadhi de l'hindouisme. Pour résumer, je pense que dans notre pratique, ce que nous devons faire, et cela s'appliquera à tout le processus de méditation,
c'est de commencer à travailler pour apprendre à garder notre mental concentré sans effort. Au début, nous avons besoin d'un certain effort pour ces exercices dont nous parlions, qui consistent à ramener le mental à l'objet de méditation. Au fur et à mesure que nous apprenons à garder le mental naturellement concentré, nous pouvons alors commencer à appliquer différentes techniques. Comme je l'ai dit, pour parler de ces différentes techniques, cela prendrait une semaine entière en soi. Mais nous connaissons certaines techniques et vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Faites cela, appliquez ces techniques en gardant à l'esprit que le but est d'abord de pouvoir garder votre mental concentré naturellement et spontanément. Et ensuite, lorsque vous appliquez votre technique de méditation, essayez de garder à la fin de la méditation un moment de silence, quelques secondes au moins, pour le silence. Ne terminez pas votre méditation par une activité mentale. Lorsque vous sentez que vous êtes au sommet de votre concentration, votre inspiration ou de votre compréhension, essayez cette étape de contemplation, d'abandon de toute activité et restez simplement là, en étant en silence, sans essayer de faire autre chose que d'être simplement en silence. De cette façon, vous pouvez entraîner votre conscience petit à petit à pouvoir soutenir l'effort de méditation ou, dans ce cas, de contemplation. DianeTheosophy.org est un site que Pablo a créé et vous retrouverez les fondations et les processus dont nous avons parlé aujourd'hui. Dans l'onglet technique, vous retrouverez des informations qui ne sont toutefois pas données d'une façon descriptive. Il y a par exemple une méditation sur la vertu de Annie Besant, des extraits plus ou moins longs trouvés dans la littérature théosophique, une méditation sur le cœur, des extraits de Blavatsky et d'autres choses. Ce site est très bien car c'est le seul endroit qui rassemble toutes ces techniques de méditation, ces extraits et conférences. Nous travaillons sur un livre pour fournir tout cela et expliquer les techniques, et aussi quelques CD sur de véritables méditations guidées.